Le 23 mai 1945, nord de l'Allemagne, le pont de Bremerwerda. Le Troisième Reich s'est effondré. Les routes sont encombrées de réfugiés et de soldats en retraite. Une patrouille britannique de la 45e section de sécurité de campagne tient un poste de contrôle. Ils recherchent des criminels de guerre. 3 hommes s'approchent du pont. Ils ont l'air quelconques. Ils portent de longs pardessus gris de la Wehrmacht. L'un d'eux est petit, dégarni, et porte un bandeau noir sur l'œil gauche. Il ressemble à un sergent fatigué de rang inférieur. Il tend ses papiers aux soldats britanniques. Les documents l'identifient comme Heinrich Hitzinger, sergent dans la police secrète de campagne. Les soldats britanniques sont méfiants. Les papiers sont trop propres. Les tampons sont trop frais. Et l'homme, il ne ressemble pas à un soldat qui a dormi dans des fossés. Ses mains sont douces. Il est bien nourri. Les soldats britanniques ne le savent pas encore, mais ils se trouvent face à face avec le deuxième homme le plus puissant du Troisième Reich. L'homme qui se tient dans la boue est Heinrich Himmler, le Reichsführer SS, l'architecte de l'Holocauste, l'homme qui commandait la Gestapo et les camps de concentration. Pendant 12 ans, cet homme a détenu le pouvoir de vie et de mort sur des millions de personnes. Il était l'ombre terrifiante derrière le trône d'Hitler. Mais en ce jour, il frissonne dans un imperméable, essayant de passer pour un inconnu. Il croit pouvoir s'en sortir en parlant. Il croit pouvoir négocier une place dans le monde d'après-guerre. Il est sur le point de découvrir que pour l'armée britannique, il n'est pas un dignitaire avec qui négocier. Il est un prisonnier à traiter. Ceci est l'histoire définitive de la capture et de la mort de Heinrich Himmler. La fuite ratée de l'homme qui se croyait intouchable. La salle d'interrogatoire où la vérité fut révélée. Et l'enterrement secret qui garantit qu'il n'aurait jamais de tombe. Pour comprendre l'ampleur de cette capture, nous devons écarter le mythe et regarder l'homme. Heinrich Himmler n'était pas un démagogue hurlant comme Hitler. C'était un bureaucrate. Il ressemblait à un instituteur. Il parlait doucement. Il était obsédé par l'organisation. Mais il appliqua cette organisation au meurtre de masse. Il fit passer la SS d'une petite unité de garde du corps à un État dans l'État. Il industrialisa le processus d'extermination. Il visitait les camps. Il assistait aux exécutions pour s'assurer de leur efficacité. En 1945, alors que l'Allemagne brûlait, Himmler vivait dans l'illusion. Il croyait qu'après la guerre, les alliés occidentaux auraient besoin de lui. Il pensait que les Américains et les Britanniques auront besoin d'ordre. Ils auront besoin d'une force de police. Ils auront besoin de moi pour les aider à combattre les Russes. Il croyait sincèrement qu'il serrerait la main d'Eisenhower. Il ne réalisait pas que son nom figurait déjà en tête de la liste des criminels de guerre. Avril 1945. Hitler est piégé dans le bunker du Führer à Berlin. La fin n'est plus qu'à quelques jours. Himmler décide qu'il est temps de se sauver lui-même. Il se rend à Lübeck pour rencontrer un diplomate suédois, le comte Folke Bernadotte. Il fait une offre stupéfiante. « Je suis prêt à rendre les forces allemandes à l'ouest, mais je continuerai le combat contre les bolcheviks à l'est. » Quand la nouvelle de cette rencontre fut divulguée par la BBC, Hitler l'entendit dans son bunker. La trahison le brisa. Hitler hurla que son plus fidèle partisan, le loyal Heinrich, l'avait poignardé dans le dos. Hitler retira à Himmler tous ses titres et ordonna son arrestation. Soudain, Himmler était un homme sans maître et sans avenir. Recherché par les Alliés, recherché par les nazis, il n'avait plus le choix. Il devait fuir. Comment le visage le plus reconnaissable de la SS peut-il disparaître? Il rasa sa célèbre moustache. Il mit un bandeau noir sur l'œil. Il retira son uniforme impeccable patte de colle en argent. Il enfila l'uniforme de laine grossière d'un sergent. Il fabriqua de faux papiers au nom de Heinrich Hitzinger. Pourquoi Hitzinger? Parce que Hitzinger était un homme réel qui avait été exécuté pour défaitisme quelques mois plus tôt. Himmler vola l'identité d'un mort. Il rassembla 2 aides de camp et commença à marcher vers le nord. Il essaya de se fondre dans le chaos de l'effondrement, mais son arrogance demeurait. Il voyageait en groupe. Il marchait avec autorité et ses papiers étaient tamponnés par la police secrète de campagne. Il ne savait pas que le renseignement britannique avait émis un ordre spécifique: arrêter quiconque portant des documents de la police secrète de campagne. Le 23 mai, le pont de Bremerwerda. Les soldats britanniques au poste de contrôle vérifiaient les papiers. Ils virent le tampon. Ils ne le reconnurent pas. Ils virent simplement un sergent suspect d'une unité de police. « Montez dans le camion », ordonnèrent-ils. Himmler ne protesta pas. Il s'assit à l'arrière, en silence. Il fut conduit au camp 031, un centre d'interrogatoire civil près de Lunebourg.
Le camp était chaotique, mais le commandant, le capitaine Tom Sylvester, remarqua quelque chose d'étrange chez les 3 nouveaux prisonniers. L'homme petit au bandeau sur l'œil était traité avec un respect extrême par les 2 autres. Il portait ses bagages. Il lui ouvrait les portes. Le capitaine Sylvester décida d'interroger personnellement le petit homme. C'est le moment où l'histoire retint son souffle. Himmler fut amené dans le bureau du capitaine. Il réalisa que son déguisement ne tenait plus. Il était terrifié à l'idée d'être jeté dans une cellule commune. Si les prisonniers allemands de la Wehrmacht le reconnaissaient, ils pourraient le tuer pour sa trahison. Il décida de miser sur son statut. Il se leva, il retira le bandeau noir, il mit ses lunettes rondes à monture métallique. Il regarda le capitaine Sylvester et dit calmement « Je suis Heinrich Himmler ». Il s'attendait à un salut, il s'attendait à être traité comme un commandant militaire. Au lieu de cela, le capitaine Sylvester le regarda simplement. Il ne lui offrit pas de chaise, il ne lui offrit pas à boire. Il dit « Ah, c'est vous ». Le masque était tombé. Le chef de la SS était désormais un prisonnier de l'armée britannique. Ce qui suivit ne fut pas une négociation, mais le démantèlement d'un mythe. Si vous appréciez l'histoire racontée avec précision et profondeur, appuyez sur le bouton s'abonner. Rejoignez-nous pour découvrir les dernières heures du Reich. Le capitaine Sylvester appela immédiatement le quartier général du renseignement. Nous avons Himmler. L'ordre revint instantanément. Fouillez-le, déshabillez-le, assurez-vous qu'il n'a pas de poison. Les Britanniques savaient que les nazis de haut rang portaient des capsules de cyanure, souvent cachées dans les vêtements ou parfois dans la bouche. Himmler fut choqué par le traitement. Il refusa de se déshabiller. « Je suis un Reichsführer », protesta-t-il. Le sergent-major britannique s'en moquait. Il ordonna à ses hommes de déshabiller le prisonnier de force. Himmler se retrouva nu dans la pièce froide. C'était un contraste saisissant avec le pouvoir qu'il avait autrefois exercé. L'homme qui avait ordonné que des millions de victimes soient dépouillées était maintenant soumis au même processus. Un médecin militaire, le capitaine Clement Wells, commença un examen médical. Il vérifia les vêtements de Himmler. Il trouva un petit étui en laiton contenant une fiole en verre de cyanure. Ils la confisquèrent. Himmler semblait coopératif, mais il cachait quelque chose. Le médecin demanda à Himmler d'ouvrir la bouche. Himmler l'ouvrit. Mais lorsque le médecin approcha une lumière, il vit un petit objet logé entre la joue de Himmler et ses dents. Une 2e capsule. « Recrachez-la !» cria le médecin. Il tendit la main vers la bouche de Himmler pour la saisir. Himmler vit la main approcher. Il comprit que le jeu était terminé. Il n'y aurait pas d'accord avec Eisenhower. Il n'y aurait pas de nouveau commandement. Il n'y aurait qu'un procès, une corde et une exécution publique. Il rejeta brusquement la tête en arrière. Il mordit. Le verre se brisa. Le cyanure de potassium concentré se répandit dans son organisme. Himmler s'effondra au sol. Les Britanniques réagirent instantanément. Ils l'a fait. Ils l'attrapèrent par les jambes. Ils le tinrent la tête en bas, essayant de faire sortir le poison. C'était une scène chaotique et désespérée. Le chef de la SS, nu, secoué par des soldats britanniques dans une tentative frénétique de le maintenir en vie pour la justice. Ils lui versèrent de l'eau dans la gorge. Ils essayèrent un émétique. « Nous avons besoin de lui pour Nuremberg !» cria le colonel. Mais le cyanure est impitoyable. En 15 minutes, les convulsions cessèrent. Heinrich Himmler était mort. Il gisait sur le sol d'une salle d'interrogatoire, recouvert d'une vieille couverture militaire. L'architecte avait échappé au tribunal. Les commandants britanniques étaient furieux. Ils voulaient qu'il soit jugé. Ils voulaient que le monde entende les preuves contre lui. Maintenant, il n'avait plus qu'un cadavre. Mais ils étaient déterminés à l'empêcher de devenir un martyr. Ils prirent des photos du corps, des photos crues, sans aucun glamour. Himmler gisant sur le sol, les lunettes encore sur le nez, le visage figé dans une grimace. Ils diffusèrent ces photos à la presse immédiatement. Ils voulaient que le peuple allemand voie. Ce n'est pas un héros, c'est un homme qui a choisi la voie du lâche. Puis vint la question du corps. Les officiers du renseignement avertirent qu'une tombe identifiable deviendrait un sanctuaire pour les néo-nazis, un lieu de pèlerinage. L'armée britannique décida de lui refuser cet ultime honneur. Le 26 mai 1945, tôt le matin, 4 soldats britanniques chargèrent le corps dans un camion. Ils roulèrent jusqu'à la lande de Lunebourg, une étendue désolée de forêts et de broussailles. Ils ne dirent à personne où ils allaient. Il n'y eut ni aumônier, ni prière, ni cérémonie. Ils s'arrêtèrent à un endroit quelconque au cœur des bois. Ils creusèrent une tombe, pas profonde, juste assez profonde.
Ils placèrent le corps à l'intérieur. Ils le recouvrirent de terre. Puis ils camouflèrent l'endroit avec des feuilles et des branches pour qu'il ressemble au sol de la forêt. Ils repartirent. Ils ne marquèrent jamais d'endroit sur une carte. Les soldats furent tenus au secret. À ce jour, personne ne sait où Heinrich Himmler est enterré. Il se trouve quelque part sous les racines des arbres dans le nord de l'Allemagne, perdu, anonyme. Himmler avait rêvé d'un glorieux État SS. Il avait imaginé des monuments et des châteaux. Au lieu de cela, son héritage s'acheva dans un trou boueux. Sa mort fut différente de celle des autres. Göring se suicida aussi, mais il le fit après avoir comparu devant le tribunal. Rommel y fut contraint. Himmler le choisit parce qu'il craignait le jugement du monde. Quand le général Patton apprit la nouvelle, il fit remarquer que le suicide était l'acte d'un lâche. Il estimait qu'un soldat devait affronter son destin. La capture de Himmler marqua la fin définitive de la terreur SS. L'organisation qui avait effrayé le monde se dissolut avec son chef gisant sur un sol, vaincu par un simple examen médical. L'histoire de la fin de Himmler n'est pas satisfaisante au sens traditionnel. Nous voulons que le méchant soit puni publiquement. Nous voulons que le marteau du juge retombe. Mais il y a une justice sinistre dans son sort. Il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'une figure historique. Au lieu de cela, on se débarrassa de lui comme d'une nuisance. Il se croyait spécial, mais à la fin, il n'était qu'un corps de plus dans une guerre qui fit des millions de victimes, et le monde continua sans lui. Himmler échappa au bourreau en mordant une capsule. Pensez-vous qu'il aurait dû être maintenu en vie à tout prix pour être jugé à Nuremberg? Ou sa mort dans cette pièce fut-elle une fin appropriée? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez voir l'histoire du bourreau américain qui pendit les autres dirigeants nazis, cliquez sur cette vidéo juste ici.